ont prononcé pour un revenu de base. Bien sûr, le Parti écologiste, mais aussi les députés Frédéric Lefebvre et Delphine Batho ont défendu des amendements pour que le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place le revenu de base. Le revenu de base n'est pas envisagé qu'en France. Ainsi, la Finlande a lancé une étude en vue d'une expérimentation d'un revenu de base sur son territoire en 2017. Le 5 juin 2016, le peuple suisse sera invité à se prononcer sur l'instauration d'un revenu de base dans le cadre d'une initiative populaire fédérale et aux Pays-Bas, 30 villes envisagent d'expérimenter le revenu de base sur leur territoire. Qu'est-ce que le revenu de base? Plusieurs définitions du revenu de base existent selon les projets politiques et j'ai choisi de retenir celle proposée par le mouvement français pour un revenu de base. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Inaliénable, inconditionnel et cumulable, voilà le cœur du principe du revenu de base. Cela signifie que tous les individus présents sur le territoire national, les pauvres comme les riches, les chômeurs et précaires comme les milliardaires, ont droit à un même revenu, cumulable avec leurs autres revenus, notamment les salaires, qui leur sera versé chaque mois automatiquement, sans qu'ils n'aient besoin de faire de démarches particulières. Le revenu de base permet tout d'abord de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette lutte contre la pauvreté, je le rappelle, au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puisque son article 25 affirme que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Cet objectif n'est aujourd'hui pas respecté. Un seul chiffre illustre cette réalité. Notre pays comptait 112 000 sans-abri en 2012, selon l'INSEE, dont 31 000 enfants. Cette donnée montre clairement les insuffisances de notre système actuel de solidarité nationale. Il y a aussi un enjeu de simplification évident dans la mise en place d'un revenu de base. En effet, celui-ci viendrait se substituer aux minima sociaux, mais sans les remplacer totalement selon le montant versé. Un enjeu de simplification sociale, administrative, sociale. Au 31 décembre 2013, selon une étude de l'adresse, 4 millions d'allocateurs percevaient une allocation de type social. Instaurer un revenu de base inconditionnel permet d'économiser des moyens humains et financiers pour les remobiliser vers d'autres missions plus utiles. Simplification encore, mais cette fois-ci pour les bénéficiaires. Puisque le revenu de base est inconditionnel, les bénéficiaires n'ont plus à faire des démarches lourdes, stigmatisantes, longues pour percevoir leur aide. Nous avons beaucoup parlé des taux de non-recours au revenu de solidarité active. 50% selon le comité d'évaluation du RSA. Le revenu de base permet de régler définitivement ce problème. Le revenu de base est également la prochaine étape de la citoyenneté. De la même manière que le droit de vote et les droits civiques permettent aux citoyens de se faire une place dans le débat public, le revenu de base permet à tous de bénéficier d'un revenu citoyen pour être à sa place dans la société. C'est précisément pour garantir la dignité de chacun que le revenu de base prend tout son sens. Dès lors que chaque travailleur a une garantie de vie, minimum de vie, il peut refuser les travaux dangereux, inutiles, sous-payés, aliénants. Il gagne du poids dans la négociation face aux employeurs. C'est également un outil d'émancipation. Enfin,
et c'est peut-être l'argument principal en faveur d'une installation rapide du revenu de base, le marché de l'emploi est amené à subir des mutations profondes dans les années à venir. En octobre 2014, une étude publiée par le cabinet Roland Berger a estimé que le numérique pourrait supprimer 3 millions d'emplois en France à l'horizon 2025. Il s'agit des robots, mais aussi des logiciels et applications qui deviennent de plus en plus omniprésents dans notre vie quotidienne. Les écologistes considèrent que les gains de productivité réalisés par les machines, logiciels, ordinateurs doivent être redistribués à la société pour compenser les pertes d'emplois. Face à cette évolution, le revenu de base apparaît ainsi comme une solution durable face à un chômage structurel, lui aussi durable. Alors, Madame la Ministre, notre demande de résolution pour l'instauration d'un revenu de base auprès du gouvernement signifie non pas que demain, ou à la limite le 1er juin, on le mette en place, mais signifie que le gouvernement lance une étude d'impact sur le montant, sur le coût, sur le périmètre d'affectation. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui par cette résolution. Il convient d'analyser sérieusement la mise en œuvre du revenu de base, puisque nos estimations pour un revenu de base équivalent au RSA, 525 €, se situerait le montant à 400 milliards par an. Ce qui est loin d'être négligeable. Quand on sait, pour tout le monde qui ne connaît pas les chiffres, mais que les prélèvements de l'État s'élèvent à 291 milliards, donc c'est plus, et ceux des collectivités locales à 127 milliards. Donc on voit. Mais est-ce que, au-delà de l'importance de ces coûts, ils ne doivent pas mettre en cause le revenu de base? Il s'agit d'une redistribution. Et évidemment que les bons salaires, ils n'auront pas en plus, mais qu'il y aura une compensation par la fiscalité. Et évidemment qu'il y aura une révolution fiscale, une réforme fiscale d'importance. Comment pourrions-nous payer le revenu de base à tous s'il n'y avait pas un rééquilibrage au niveau de la fiscalité? Je ne dispose pas des 10 minutes supplémentaires pour vous faire la démonstration, Madame la Ministre, mais je suis tout prêt à la faire dès que nous aurons voté notre résolution. Et parce qu'à ce moment-là, on passera aux choses concrètes, le coût, le périmètre et le financement. Donc, le revenu de base n'est pas une lubie d'écologistes ou d'altermondialistes en manque d'utopie, mais bel et bien un nouvel outil de solidarité adapté aux transformations de notre économie, efficace pour lutter contre la pauvreté et nécessaire pour redonner du poids aux intérêts des travailleurs. Plus qu'un rêve, il s'agit aujourd'hui d'une nécessité. Et comme le dit si bien le philosophe et économiste Philippe Van Parijs, un jour, nous nous demanderons comment nous avons pu vivre sans revenu universel. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur de Cessard. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Yvon Collin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre excellent collègue Michel Amiel devait initialement intervenir le 9 mars sur cette même résolution, et ne pouvant être là aujourd'hui, j'interviens à sa place et au nom de notre groupe. Aussi, mon intervention est-elle très inspirée de celle qu'aurait pu prononcer à cette tribune le sénateur Amiel. À l'heure où les critiques pleuvent sur notre système social, il convient, Madame la Ministre, de réfléchir à notre modèle de protection sociale actuel, mais plus encore aux évolutions qu'il convient d'envisager. En effet, dans ce monde globalisé, numérisé, voire ubérisé, qui est désormais le nôtre, le Conseil national du numérique s'est récemment penché
sur la question afin de faire face au bouleversement du monde du travail. Je pense que notre système libéral est en fin de vie et que l'économie du futur sera collaborative. Mais surtout, la nouveauté sera de faire passer cette logique à grande échelle grâce à la numérisation dans des domaines aussi différents que l'hébergement, le convoiturage, l'échange des savoirs et d'autres sujets encore. L'enjeu, c'est d'endiguer le phénomène de pauvreté alors même que dans la sphère économique, richesse créée et productivité n'ont jamais été aussi élevées. La proposition de résolution ici discutée enjoint, Madame la Ministre, le gouvernement de mettre en place un revenu de base inconditionnel et cumulable avec d'autres revenus pour l'ensemble des résidents. L'idée d'un revenu universel n'est pas nouvelle. Les détracteurs de cette idée se réjouiront de la voir fleurir chez Thomas More, humaniste anglais de la Renaissance, justement à l'origine du concept d'utopie. Un siècle et demi plus tard, c'est chez Thomas Paine que l'idée est reprise selon laquelle cette dotation serait donnée en guise de redistribution des produits des ressources naturelles. Plus près de nous, des auteurs comme James Mead, prix Nobel d'économie, ou Jean-Marie Ferry défendent ce même revenu de base comme seul moyen de libérer l'individu du travail comme fin en soi et permettant de développer un secteur quaternaire d'activités liant service à la société et permettant les conditions matérielles d'une vie digne et épanouissante. Michel Foucault, dans son cours « Naissance de la biopolitique », affirmait « Si l'on veut avoir une protection sociale efficace, sans incidence économique négative, il faut tout simplement substituer à tous ces financements globaux une allocation qui assurerait des ressources supplémentaires à ceux qui n'atteignent pas un seuil suffisant. Ce revenu de base, appelé aussi revenu universel ou revenu d'existence, obéirait alors à 3 critères. Universel, tout le monde le reçoit de sa naissance à sa mort, riche ou pauvre. Individuel, accordé à chaque personne, quelle que soit sa situation familiale. Inconditionnel, c'est-à-dire sans condition de ressources ou de quelque contrepartie que ce soit. L'idée est donc de permettre de conserver la dignité de tous, comme l'énonce l'article, en assurant un revenu de base comme un droit en tant que membre de la société, afin de ne pas être laissé au bord de la route. Si la base théorique n'est qu'un moyen de répartir des richesses en dehors de l'activité exercée, ce revenu confère une autonomie à chacun, une possibilité de subvenir à ses moyens primaires. Il comprend aussi une automaticité qui permettrait une meilleure mise en place des politiques sociales, surtout quand on sait que beaucoup de bénéficiaires potentiels renoncent ou ne parviennent pas à obtenir une aide face à la complexité du système et aux très nombreuses démarches à accomplir qui s'apparentent à un véritable parcours du combattant. Enfin, l'individualisation qu'induirait ce revenu verrait un changement majeur du paradigme. Ce revenu serait indépendant d'un statut familial. Le revenu de base deviendrait du coup un vecteur de simplification de la redistribution sociale, simplification à la fois administrative mais aussi financière. En se substituant à l'ensemble des prestations familiales, il serait un guichet unique social pouvant réduire les frais de gestion mais aussi de distribution. Ce point mérite, vous l'aurez compris Madame la Ministre, d'être affiné. Reste que l'idée, quoique vertueuse, pourrait aussi entraîner des inconvénients, comme de modifier le marché du travail en engendrant une rémunération à moindre coût des salariés. Que peut-on opposer d'autre à cette proposition? La première des objections est de dire que cette mesure encourage l'oisiveté. Pourtant, en y regardant de près, ce dispositif favoriserait de nombreuses activités que l'économie collaborative voit émerger. Pour reprendre le modèle décrit par l'économiste Moulier-Boutan, entre le modèle de la cigale insouciante et de la fourmi laborieuse, s'interpose celui de l'abeille vertueuse. Une des questions majeures reste de savoir à quel niveau doit-il se situer. Doit-il être une simple subsistance ou bien un moyen de combattre la pauvreté et donc constituer un revenu d'existence? Ne risque-t-on pas de bousculer un contrat social à cause de son inconditionnalité et aussi désolidariser droits et devoirs? Quant au fait de l'attribuer
à tous les résidents, ne risque-t-on pas de créer un effet d'aubaine? Afin d'éviter au mieux ce phénomène, je préférerais que cette réflexion, qui transcende les postures politiques, soit portée au niveau européen. Reste la question délicate, je termine, Monsieur le Président, mais essentielle du coût d'une telle mesure. Sur l'hypothèse de 3 revenus de base distincts, enfants, jeunes et général, certaines estimations estiment l'ensemble aux alentours de, alors j'ai entendu 400 milliards d'euros, effectivement, comment les financer? Me direz-vous, quelques pistes existent, le TVA, taxe Tobin, modification des règles de l'impôt sur le revenu et sans doute d'autres pistes. Ainsi, et même si nous soutenons, et pour terminer, philosophiquement l'idée d'un revenu de base, nous souhaitons qu'elle puisse être approfondie, notamment à l'occasion de la mission d'information qui vient d'être constituée, mais en l'état de la rédaction de la résolution proposée par le groupe écologiste, nous avons beaucoup trop de réserves pour pouvoir la soutenir et c'est la raison pour laquelle, sagement, nous nous abstiendrons. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Collin. La parole est à Nicole Duranton pour le groupe Les Républicains. Si ce n'est qu'une question d'argent, alors... Oui, c'est un point 4 euros. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés à débattre, puis à voter aujourd'hui sur l'allocation universelle ou le revenu de base. La mise en place d'un revenu de base permettrait à chaque citoyen de recevoir une allocation fixe, quel que soit son revenu. L'idée n'est pas nouvelle. Nous ne sommes évidemment pas ici en train de débattre sur une nouvelle idée permettant de sortir la France de la situation économique que l'on connaît tous et dont le gouvernement peine à trouver des solutions. Le revenu de base ou l'allocation universelle a été régulièrement exploré dans la littérature économique comme un moyen de lutter contre la pauvreté. La crise économique actuelle et les premiers bouleversements économiques causés par la révolution numérique en cours ont donné un nouvel élan aux défenseurs du revenu universel en Europe et en France. Le Conseil national du numérique avait remis le sujet sur le devant de la scène en indiquant que les acteurs publics doivent anticiper l'éventualité d'un chômage structurel persistant auquel nous ne pouvons nous résoudre. Ce qui, en outre, vient assombrir les promesses de notre président François Hollande. La notion de revenu de base est très ancienne. Depuis le XVIIIe siècle et jusqu'il y a quelques années, le débat autour d'un revenu de base relevait plutôt de la sphère intellectuelle qui aujourd'hui est passée à la sphère politique. Les philosophes Thomas More et Thomas Paine l'avaient travaillé. Napoléon ou encore Martin Luther King ont également soutenu cette idée. Un certain nombre d'entre nous sont favorables à ce revenu de base, mais en réalité, nous ignorons tout des bénéfices de celui-ci. Au niveau international, le revenu de base a été instauré depuis 1982 en Alaska, où l'État américain peut compter sur un dividende généré par la rente pétrolière. Alors oui, depuis 1982, chacun des résidents d'Alaska touche une fois par an une somme calculée en fonction du rendement du fonds d'investissement abondé par les recettes pétrolières. Ceux qui soutiennent ce revenu nous indiquent qu'il existe en Namibie, en Inde ou encore au Brésil depuis 2004. D'autre part, la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse et le Québec ont engagé une réflexion dans ce sens. Aux Pays-Bas, entre 20 et 30 villes disent envisager l'expérimenter avec un revenu de base fixé à 900 € et 1 300 € pour un couple avec enfants. En Finlande, le Premier ministre envisage effectivement de verser à chaque citoyen un revenu de base d'environ 800 € sans considération de richesse ni d'âge. Mon collègue Jean-François Husson, qui rentre d'un voyage en Finlande, pourra vous en dire un peu plus sur la réflexion engagée. Mes chers collègues, instaurer un revenu de base n'est pas une mesure qui favorise l'envie de travailler et d'entreprendre, mais conforte plutôt un esprit d'assistanat. Entreprendre ne doit plus être une activité réservée à quelques-uns. Entreprendre ne doit plus être une activité, doit devenir une ambition collective pour créer des richesses et des emplois sur notre territoire. Faisons le choix de la France entrepreneur pour donner du travail à chacun. La France est un pays d'assistés, il faut en sortir. Je ne peux m'empêcher de vous indiquer les résultats de la première étape du contrôle du RSA dans mon département de l'Eure. 13 350 bénéficiaires. En 2017, l'enveloppe du département destinée au RSA pourrait atteindre les 80 millions d'euros. Plus de 4 000 courriers ont été envoyés aux allocataires et la quasi-totalité des retours indiquait qu'il y avait un changement de situation. Autant de situations susceptibles
de modifier le versement du RSA, car le montant du revenu de solidarité active dépend de la composition du foyer. En revanche, près de 2000 courriers sont restés sans réponse et 1000 courriers revenus n'habitent pas à l'adresse indiquée. Ces chiffres nous confortent dans l'idée que le revenu de solidarité doit être adapté aux différentes situations des individus susceptibles de changer selon leurs besoins. Une allocation aveugle des réalités serait inefficace et donc inutile. Mettre en place un système avec un revenu de base risque très clairement d'encourager les gens à ne pas travailler et développer davantage le travail dissimulé. Un pays qui engagerait seul une telle réforme risquerait d'attirer vers lui une bonne part des flux migratoires. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui incite les personnes touchant le chômage à ne plus chercher d'emploi puisqu'elles gagnent plus d'argent qu'en travaillant. À mon sens, le revenu de base est une véritable utopie. Il se pose d'ailleurs une question importante. Faut-il verser ce revenu de base aux seuls Français? Faut-il en faire bénéficier à tous les résidents du territoire national? Un sujet encore on ne peut plus clivant. Au-delà de la difficile acceptation morale de cette proposition de résolution, il faut aussi prendre en considération le financement incertain de cette mesure. Le coût pour les finances publiques serait élevé puisque tout citoyen, et non plus seulement les actuels bénéficiaires du minima sociaux, pourrait se voir doté de ce revenu. Le Conseil national du numérique, lui-même, qui propose d'anticiper en instaurant un revenu de base, indique que le transfert des budgets consacrés aux minima sociaux, des bourses étudiantes, des allocations familiales, des aides au logement et des subventions pour l'emploi permettrait tout juste d'attribuer un revenu universel de 200 € par adulte et 60 € par enfant. Pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, cette proposition de résolution qui souhaite que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, notamment d'activité à toutes les personnes résidant sur le territoire national, n'est pas concevable en l'état. Si le sujet mérite un débat de fond, une telle réforme présente cependant de nombreux inconvénients, au-delà même des questions de philosophie économique et politique. Dans notre système économique actuel, cette réforme n'est pas concevable. C'est pourquoi la majorité du groupe Les Républicains rejettera cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Marie Van Lerenbergh pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de revenu de base ou d'allocation universelle qui fait l'objet de notre débat est ancienne. Je crois que Jean de César l'a rappelé. Elle procède d'une intention louable, celle d'éliminer le risque d'une exclusion complète et d'une pauvreté répandue, contre laquelle des penseurs comme, je cite là, les penseurs comme Voltaire ou l'économiste américain Stuart Mill voulaient lutter. Parmi les raisons qui plaident en faveur de cette proposition se trouve en premier lieu la garantie d'un revenu de base indispensable pour assurer un minimum de bien-être. En regroupant les différentes allocations, elle permettrait en outre d'économiser les coûts liés à la gestion des nombreuses prestations auxquelles les citoyens ont droit tout au long de leur vie. En France, quelques personnalités, d'Arnaud Montebourg à Dominique de Villepin, en passant par vous d'ailleurs, Jean de César et votre groupe écologiste, militent pour établir un revenu de base inconditionnel pour tous. Ce débat, les orateurs précédents viennent de le rappeler, n'est pas limité à l'Hexagone et trouve un écho aussi en Finlande, en Suisse, aux Pays-Bas, on a vu aussi en dehors de l'Europe, en Alaska. Fondé en 1986 en Belgique, un rassemblement d'économistes et de philosophes, le BIEN, B-I-E-N, rebaptisé Earth Network en 2004, milite pour l'allocation universelle. La Finlande, qui est le pays le plus en avance sur le sujet, je pense que Jean-François Husson nous en dira un mot si j'ai bien compris, pourrait en annoncer la mise en œuvre pour 2017. Certes, ce pays ne compte que 5,5 millions d'habitants, et la France 67. La différence est de taille, mais le chômage est identique, environ 10%.
En Finlande, on évoque un revenu autour de 800 € par habitant qui exclurait toute autre prestation sociale. Et tout habitant pourrait cumuler ce revenu avec une rémunération liée à son activité. Olli Kangas, professeur finlandais dont les travaux inspirent le gouvernement, déclare que le revenu de base favoriserait même la recherche d'emploi. Je ne vois pas tout à fait comment, mais peut-être que nous aurons des explications de la part de ceux qui sont allés. Je citerai par contre 3 autres propositions. En 2012, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise a dévoilé un projet qui s'appelle Oikos, en faveur de la compétitivité des entreprises, de la simplification des démarches administratives pour les minima sociaux et qui améliorerait le pouvoir d'achat, selon eux, de 7% en moyenne. Le CJD proposait ainsi une allocation universelle de 400 € par mois pour un adulte et la moitié pour les enfants, en remplacement de l'ensemble des autres aides sociales. Cette allocation serait financée par un impôt à la source de 20% sur l'actif net de toutes les personnes physiques. C'est une proposition d'ensemble donc, dont on voit la cohérence. La seconde proposition nous vient du think tank Génération Libre. Cette fois-ci, le revenu de base appelé Liber ne serait pas une somme versée à chacun, mais un crédit d'impôt financé par un impôt sur tous les revenus et au premier euro. Génération Libre donne un exemple théorique pour un Liber de 50 € par adulte et de 225 € par enfant. Il faudrait envisager une taxe de 23% sur l'ensemble des revenus. Ainsi, un quart de la population serait contributrice nette, pour un cinquième, ce serait neutre, et pour une grosse moitié, ce serait bénéficiaire. Enfin, il y a une troisième proposition de la Fondation IFRAP qui concerne la mise en œuvre d'une allocation sociale unique issue de la fusion de 47 aides actuellement en cours en France, sous conditions de ressources actuellement disponibles. Cette allocation serait plafonnée à 2 500 € de cumul d'aides et de revenus du travail, fiscalisée et centralisée avec la fusion des gestionnaires administratifs, il paraît qu'il y en a 330 d'après l'IFRAP, dans un organisme régional. Selon l'IFRAP, cette mesure permettrait d'économiser 10 milliards d'euros par an sur les frais de gestion de ces prestations qui s'élèvent à environ 700 milliards en France, actuellement. Il y a donc, on le voit, plusieurs manières de concevoir le revenu de base. Quelle qu'en soit la conception, une question demeure essentielle, c'est le montant de ce revenu de base. Celui-ci ne doit pas décourager de travailler, car ce qui serait le cas si c'était un revenu trop important. Le travail, je le rappelle, n'est pas une punition. C'est une activité nécessaire à la nature humaine et aussi un lien social fort. Il finance aussi, rappelons-nous, les prestations sociales dont il est question. Et par les cotisations, bien sûr, et par les taxes appliquées sur les salaires. Donc il faut trouver le bon montant, le montant équilibré. Se pose ensuite, de manière logique, la question du calcul de ce montant. Quelles prestations sociales doivent y être intégrées? Est-ce que c'est l'ensemble de ces prestations? Est-ce qu'il faut y intégrer notamment les pensions de retraite, les prestations chômage? Entre eux, on le voit bien, le système finlandais qui vise à inciter au travail et la proposition Oikos que je citais tout à l'heure, qui tente à améliorer le pouvoir d'achat, les attentes ne sont pas les mêmes et les réponses évidemment différentes. Madame la ministre et mes chers collègues, l'idée du revenu de base n'est pas mauvaise en soi d'un point de vue intellectuel, mais elle soulève, on le voit, beaucoup de questions, notamment celle de l'objectif recherché, et je n'ai pas entendu une unanimité sur ce point. Il y a des divergences profondes qui subsistent. Sur l'universalité aussi, quand les personnes ont des revenus conséquents. Ces questions, on le voit bien, doivent être traitées en profondeur
Et ce n'est pas lors de cette brève discussion de cette résolution, bien trop générale, que nous pourrons, pour notre part, conclure favorablement. La mission d'information qui est instituée à la demande du groupe socialiste apportera sans doute des éclaircissements et formulera des recommandations, comme c'est son objet, permettant de poursuivre la réflexion sur cette idée. C'est pourquoi, dans cette attente, le groupe UDI-UC votera contre ou s'abstiendra, pour certains, sur cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est maintenant à Annie David pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne peux démarrer mon propos sans m'associer aux manifestations de ce jour qui ont rassemblé encore des milliers de personnes pour demander le retrait du projet de loi Travail. Salariés, jeunes, étudiants ou lycéens vous ont dit de nouveau que ce texte n'est ni négociable ni amendable. Les parlementaires aussi, mais vous avez choisi de ne pas les écouter en utilisant le 49.3. Dans le contexte actuel de tension, face à la mobilisation qui s'amplifie, il serait sage d'entendre les revendications exprimées maintenant depuis 3 mois. Car c'est la volonté d'une autre société qui s'exprime, une société plus juste, plus solidaire, qui permette à toutes et tous de vivre dignement de son travail, quel que soit son statut. Et cela m'amène directement à la proposition de résolution de notre collègue Jean de César et de son groupe sur le revenu de base, qui paraît bien alléchante, malgré les multiples questions qu'elle pose. Des questions philosophiques, économiques, sociales, difficiles à résoudre et dont l'exposé des motifs, ne dit mot, en tout cas ne nous permet pas vraiment de trancher. Depuis longtemps, l'instauration d'un revenu de base distribué de manière inconditionnelle à chaque citoyenne, citoyen est mise dans le débat public. Bien éloignée de la réalité vécue actuellement par des millions de femmes et d'hommes qui peinent à finir leur fin de mois et sont trop souvent dans l'obligation de cumuler plusieurs emplois pour simplement payer leur loyer, cette proposition tente d'apporter une réponse aux ravages d'un chômage de masse et à la précarisation des emplois. Aussi, ce sera ma première remarque. Attention à ne pas laisser croire que ce revenu universel résoudrait à lui seul la précarité et la pauvreté auxquelles sont confrontés un trop grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. Cette proposition de résolution invite donc le gouvernement à, je cite, « prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un revenu de base dont Jean de César nous a rappelé ce à quoi il correspond ». Mais derrière cette idée généreuse, portée par des personnalités de gauche comme de droite, les objectifs et les formes diffèrent. Revenu d'existence, universel, de base, et bien sûr, les financements diffèrent aussi. La proposition de résolution énonce trois arguments principaux pour créer ce revenu de base. Tout d'abord, la nécessité de garantir à chaque personne un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être élémentaire. Évidemment, avec mon groupe, je partage cet objectif, mais rien n'est dit sur son financement. Selon que l'on se place sur l'idée soutenue par Marc de Basquiat, docteur en économie et président de l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, il en coûterait 325 milliards d'euros pour un revenu aux alentours de 470 euros par mois par adulte. Mais si l'on écoute l'économiste Jacques Bichot, spécialiste de la protection sociale, un revenu de base digne de ce nom se situerait plutôt aux alentours de 1 000 euros, ce qui correspond en somme au seuil de pauvreté. Sinon, dit-il, on en perdrait le véritable sens. Or, si l'on décidait de verser cette somme chaque mois aux 50 millions d'adultes que compte le pays, il en coûterait au bas mot 600 milliards d'euros par an à l'État, ce qui nécessiterait d'y consacrer tout l'argent affecté aujourd'hui à notre protection sociale ciblée. Aussi, il y a véritablement besoin d'éclaircissements sur le financement de cette mesure et sur sa finalité. Deuxième argument, la volonté de simplifier les minima sociaux, notamment face à la complexité des dispositifs et le taux de non-recours qui en découle. Là encore, je partage et je m'interroge, car lorsqu'il est question de simplification, le résultat n'est pas toujours celui que l'on attend.
La droite y voit d'ailleurs un bon moyen d'en finir avec notre système de sécurité sociale. De plus, cette simplification risque de se conclure par de nombreuses suppressions de postes, même si j'ai entendu notre collègue Jean de César dire qu'il y avait de sa part la volonté de réorienter les ressources ainsi libérées. Enfin, troisième argument, le revenu de base est une solution pour accompagner dignement les mutations de l'économie française, et c'est sans doute cet argument que je conteste le plus. En effet, il n'ouvre pas la voie à une sortie du système économique à l'œuvre dans notre pays et dans le monde, avec les conséquences que l'on connaît et que cette PPR d'ailleurs tente d'atténuer, et le risque est grand qu'il soit utilisé pour libéraliser encore un peu plus notre économie. Avec mon groupe, nous refusons de voir remis en question notre modèle de protection sociale au profit d'un revenu de base minimum dont on n'appréhende ni le financement ni la finalité au travers de cette proposition de résolution. À cet effet, la mission d'information nommée cette semaine sur l'intérêt et les formes possibles de mise en place d'un revenu de base en France arrive fort à propos. Pour notre part, nous portons un projet de société qui s'appuie sur l'émancipation des salariés, créant les conditions d'un libre choix de leur rapport à la société et leur donnant des droits nouveaux pour intervenir dans les décisions des entreprises. Nous voulons construire une société sans chômage et n'avons pas abandonné l'idée portée par Ambroise Croizat d'un système de sécurité sociale qui refuse la perspective d'un salariat éternellement condamné à devoir consacrer sa vie à la gagner, parfois au risque de la perdre. Nous voulons amplifier le combat pour l'emploi. Or, cette proposition capitule devant les conséquences d'une révolution numérique qui, pourtant, devrait permettre à toutes et à tous d'en engranger les bénéfices. Nous voulons moderniser notre sécurité sociale et lui donner les moyens de cette modernité, en commençant par une augmentation générale des salaires, par la reconnaissance des qualifications et par la diminution du temps de travail à 32 heures par semaine. Nous voulons permettre un véritable accès à la formation professionnelle, revenir sur l'âge de départ à la retraite pour le fixer à 60 ans pour toutes et tous et à 55 ans pour celles et ceux qui exercent des métiers pénibles. Voilà la modernité. Permettre à chacune et chacun de se consacrer à un travail librement choisi ou à une activité non marchande, avoir des loisirs et bénéficier d'une pension de retraite acquise au regard de sa qualification. Encore faut-il que la révolution fiscale nécessaire pour assurer un montant suffisant à ce revenu universel soit acceptée. Et je suis un peu moins optimiste que notre collègue Jean de César tout à l'heure, lorsque je vois le vote en séance hier après-midi sur notre proposition de loi visant à assurer la transparence financière et fiscale des entreprises à vocation internationale. Ce vote ne laisse rien présager de bon en ce sens. Telle est notre vision d'un revenu universel qui consiste à instaurer une sécurisation des parcours professionnels de toutes les personnes, en emploi ou non, salariées ou indépendantes. Merci Madame David. La parole est à Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution visant à mettre en place un revenu de base arrive dans un contexte particulièrement préoccupant pour notre politique de protection sociale. La célébration du 70e anniversaire de la sécurité sociale l'année dernière doit d'ailleurs nous inciter à dessiner de nouvelles perspectives d'avenir. Fondé sur un principe de redistributivité, notre système se caractérise par la solidarité qui unit les actifs aux inactifs, les bien portants aux malades, les jeunes aux retraités. Mais si le régime français est considéré comme un des plus généreux du monde, il est aujourd'hui interrogé sur son efficience. Les chiffres du chômage sont là pour nous le rappeler chaque mois. L'argent dépensé par l'État n'est pas à la hauteur des résultats constatés. Et même la question de la pauvreté est tout aussi préoccupante lorsque l'on observe, chiffre de l'INSEE à l'appui, que plus de 14% de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Face à ces maux, les politiques mises en place par les gouvernements successifs apparaissent segmentées, peu lisibles et manquant d'efficacité.
Parfois même, elles sont injustes. Notre système de protection sociale et d'indemnisation se complexifie d'année en année avec une multiplication des dispositifs d'aide. Il est donc indispensable, et je dirais même urgent, de lui redonner à la fois cohérence et lisibilité. La situation de nos économies est enfin à l'origine d'une transformation profonde du marché du travail qui bouleverse les rapports traditionnels entre employés et employeurs. Le développement des auto-entrepreneurs, la montée en puissance de l'économie collaborative, l'automatisation des tâches ou encore la segmentation des périodes d'emploi sont autant de remises en cause du travail pour et sur lequel a été bâtie notre protection sociale. Ce sont donc ces raisons qui nous poussent à nous interroger aujourd'hui sur l'instauration d'un revenu de base ou revenu universel, garanti à chacun, quelle que soit sa situation. La France ne peut passer à côté de ces réflexions et doit avoir l'audace de regarder ce qui se fait à l'extérieur de ses frontières. Pour ma part, je reviens de Finlande avec une délégation du groupe d'amitié France-Finlande que j'ai l'honneur de présider. Quelques précisions, puisque la Finlande propose d'instaurer à compter du 1er janvier 2017 un revenu partiel universel, non pas de 800 mais de 550 € par personne. Je dis partiel parce que seraient maintenues pour l'instant les aides au logement, aux allocations familiales, au chômage et à la retraite. L'objectif visé est de simplifier les aides sociales servies et de favoriser le retour à l'emploi, notamment pour les bas salaires. Ces travaux sont aujourd'hui pilotés par le régime général de sécurité sociale finlandaise et il est prévu de consacrer 20 millions d'euros sur une période de 2 années sur un échantillon de petite taille de 1500 à 2000 personnes choisies de manière aléatoire dans les différentes régions du pays. Et à l'issue, puisque actuellement ce projet est sur la table, je dirais, de l'examen parlementaire, et à l'issue des 2 années, à ce moment-là, la Finlande choisira d'arbitrer, de poursuivre ou de modifier. 550 €, les éléments qui nous ont été précisés, c'est aujourd'hui le revenu minimum et c'est supérieur au revenu minimum servi aux étudiants, aux allocations servies aux étudiants. Donc les éléments qui nous ont été communiqués nous, on conclut que c'est essentiellement évidemment les étudiants, mais pas seulement. L'objectif, c'est vraiment une expérimentation sur un échantillon choisi aléatoirement dans le pays. Alors, cette idée, elle est évidemment séduisante, mais elle ne doit pas nous faire oublier en France que sa réalisation se heurte à un certain nombre d'obstacles. Bien sûr, s'entendre, ça a été dit, sur le montant de la prestation versée. Est-ce que c'est une somme d'argent fixe délivrée à tous? Est-ce que c'est plutôt le système d'un impôt négatif? L'idée d'un revenu délivré sans aucune condition ne paraît pas encourager la lutte contre les inégalités. De la même manière, la question des bénéficiaires doit être étudiée avec soin. L'idée, par exemple, de délivrer un revenu de la naissance jusqu'à la mort conduit à nous interroger. De la même manière, la question des bénéficiaires, lorsqu'ils sont ou s'ils sont étrangers, qu'ils résident sur le sol national, à ce moment-là, le simple fait, me semble-t-il, de poser la question montre la complexité de la ou des réponses à formuler. Enfin, la question de l'effet incitatif doit être bien pensée pour éviter que le revenu universel ne soit utilisé comme finalement une nouvelle forme d'assistanat. Le revenu de base s'opposant par nature à toute forme de contrepartie, il faut pouvoir être suffisamment vigilant sur la mesure des taux de retour effectifs à l'emploi, s'agissant évidemment des personnes en âge de travailler. Enfin, la mise en place d'un revenu universel interroge le sujet du coût pour nos finances publiques. Les pistes de financement font souvent recours à l'impôt. Or, je doute qu'actuellement nos citoyens consentent à de nouvelles formes de prélèvement. Mais j'ajoute que le corollaire serait aussi que tous les ménages soient dans le même temps assujettis à l'impôt. Je crois que ça rencontre également sur les différents bancs de l'Assemblée souvent l'assentiment général. Enfin, mes chers collègues, la question d'une protection sociale au XXIe siècle en France est posée et le revenu
de base ou le revenu universel fait partie des éléments que nous devons explorer. Ce système doit être, à mon avis, investigué. Je salue donc, pour conclure, l'initiative prise par la résolution du groupe des écologistes. Néanmoins, dans les conditions actuelles, mon cher collègue Jean Desessard, et notamment quand on regarde le périmètre que vous fixez pour ce revenu de base à l'alinéa 10, je vous propose en tous les cas mon abstention, une abstention évidemment bienveillante, parce que je crois que nous devons mener dans la sérénité et dans des échanges les plus constructifs possibles les débats sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicole Bricq pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, nos collègues écologistes nous ont proposé, à partir du 2 février de cette année, de cette proposition de résolution qui fait suite, logiquement, à la décision que vous aviez prise lors de votre congrès en novembre 2013. Et donc, moi, je l'admets, mais cette proposition de résolution, quand on la lit attentivement, elle est extrêmement exigeante, non seulement universelle, mais une prestation individualisée, et elle demande au gouvernement de mettre en œuvre finalement ce principe. Donc, il a peut-être pas mal de choses à faire, le gouvernement, vous aurez remarqué, mais surtout une PPR ne s'amende pas. Donc, à partir de là, pas de surprise, le groupe socialiste s'abstiendra, parce que si cette idée a une filiation qui remonte au XVIIIe siècle, les filiations font que c'est une idée qui va de gauche à droite et de droite à gauche. Et je ne pense pas qu'on doit fermer le débat, comme l'a fait tout à l'heure Madame Duranton, quand elle a dit c'est l'assistance généralisée, en gros, et pas plus, parce que à ce moment-là, je pourrais dire de ce côté-ci, notamment aux éléments néolibéraux, parmi la majorité sénatoriale, je pourrais leur dire, pour clore le débat, que effectivement, le revenu de base universel pourrait être une bonne affaire et solderait de tous les comptes, en fait, par rapport à la protection sociale à laquelle nous sommes les uns et les autres attachés. Et du reste, on voit bien les difficultés que M. Cameron a pour le mettre en place. D'abord des difficultés financières, parce que ça coûte plus cher que prévu. Et puis, c'est pas si facile que ça, alors qu'il s'était engagé dans cette voie. Il est quand même, M. Cameron, assez de ce côté-ci. Alors, il faut pas en faire un procès a priori, c'est pour ça que nous nous abstenons, c'est qu'on ne veut pas fermer la discussion. Et j'ai bien noté que c'était quand même le vœu général des groupes. Alors, il faut être rationnel. Moi, j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai cité les dates tout à l'heure, j'ai regardé les derniers travaux. Alors, tous ceux qui s'appuient, revendiquent le travail sur cette idée, revendique le travail du Conseil national du numérique. J'ai pris la peine de lire le rapport du Conseil national du numérique, que je connais bien par ailleurs, qui a été remis en janvier 2016. Vous verrez pourquoi c'est important, les dates. Alors, il ne propose pas, à proprement parler, des scénarios, mais il propose une série de mesures et il donnerait à ce revenu universel une vocation multi-cible. Je vous les énonce: lutte contre la précarité, contre la pauvreté, pallier les ruptures de la vie professionnelle, répondre au travail gratuit caché, on l'appelle, lié à la numérisation, et il propose des modes de financement variables, un surcroît de fiscalité, un surcroît de CSG, une cotisation employeur, une taxe sur les transactions financières. Bon, bref, c'est multi-cible et un peu... je pense que c'est pas un travail sérieux. Du reste, ça fait 6 pages sur un rapport qui en fait 200 et qui traite de bien d'autres sujets. Alors, l'intermittence des parcours, qui est un sujet également traité par France Stratégie, qui se propose de bâtir un cadre adapté aux indépendants et aux salariés précaires. Son option la plus ambitieuse est celle d'un statut de l'actif qui s'articulerait avec
CPA, un compte personnel d'activité maximum, tel que France Stratégie l'avait recommandé au gouvernement, qui ne l'a pas retenu. Le gouvernement a préféré, nous allons le voir ça dans la loi travail, démarrer plus modestement pour donner toutes ses chances de réussite et appui sur le volet formation. Et évidemment, aussi, nous allons en discuter dans la loi travail, ça c'est important de le noter, que la garantie jeune qui a été expérimentée, qui est plutôt un succès, aurait une vocation universelle. C'est important quand même, parce qu'il y a un revenu qui est associé. Alors, la proposition de France Stratégie rejoint les travaux de Terra Nova, qui a imaginé qu'à l'horizon 2030, le compte personnel d'activité recueillerait l'ensemble des droits sociaux et des minima sociaux. Pour moi, c'est une voie intéressante, plus intéressante que celle qui nous est proposée, car elle a le mérite de se rattacher à la valeur travail. Et j'ai bien écouté M. Van der Berg de tout à l'heure. Je partage cette idée forte que le travail est vraiment cardinal dans notre société contemporaine. Et je ne veux pas l'abandonner en cours de route. On aura l'occasion d'en discuter. Alors, le mouvement français pour un revenu de base qui a été cité, lui, est parti dans sa réflexion des limites du RSA, notamment en termes de difficultés d'accès. Il a le mérite de proposer un scénario progressif dans le temps. Toutefois, il pose en préalable le principe de l'individualisation. Et le principe de l'individualisation, il faut quand même le savoir, ça veut dire une révolution fiscale, individualisation, on en a déjà parlé dans cet hémicycle avec Jean de César, et ça veut dire aussi une révolution dans le financement de la protection sociale. Il faut le savoir, ça a été dit, mais moi je considère que c'est une révolution. Et quand je vois les difficultés qu'il y a à mettre en place la retenue à la source pour l'impôt sur le revenu, je point de suspension à cette affaire. Alors, la réflexion la plus aboutie, je dois le dire, j'ai reçu tout ce petit monde, faut quand même le savoir, j'ai travaillé depuis le mois de mars, pour l'instauration d'un revenu universel, c'est cela a été cité, c'est Liber, c'est R, AIRE, et les animateurs, pour faire court, ont mis leur réflexion à l'ordre du jour. Je sais qu'ils font tout un travail de persuasion auprès des autorités politiques. Ils proposent de s'en tenir pour les prochains quinquennats au scénario 3, qui est le plus ambitieux, qui est développé par le député Christophe Sirugue. Le député Christophe Sirugue, il est rapporteur du texte loi travail, mais avant de commencer de faire ce travail dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, il a remis le 18 avril au Premier ministre un rapport fort important. Et je voudrais le citer. Que propose-t-il ? Il propose que les protagonistes, en l'occurrence ce gouvernement auquel il a remis son rapport, s'emparent d'un scénario ambitieux qu'il recommande. Alors, qu'envisage-t-il ? Il envisage, comme l'ont fait du reste les Allemands à la suite des réformes Hartz, il envisage la fusion des 10 minima sociaux existants en une couverture socle qui serait d'environ 400 €. Elle couvrirait à l'horizon 2020 tout individu de 18 ans et serait complétée par 2 compléments distincts. Un complément d'insertion payé par les départements, et vous savez que le Premier ministre est en discussion, voire négociation avec l'Assemblée des départements de France pour recentraliser une partie du RSA, et l'insertion là, dans le schéma de notre collègue Sirugue, serait payée par les départements à hauteur de 100 €, donc on est à 500 €, et notamment pour tous ceux qui sont en capacité de travailler à partir de 18 ans, et un complément de soutien aux personnes handicapées et aux personnes âgées, ce qui serait une allocation d'environ 800 €. Il ne va pas jusqu'au revenu universel de base et la refonte globale de la protection sociale, et donc son financement. Il n'en parle pas. Il simplifie et facilite l'accès aux droits pour le versement conclure, Madame Bricq. automatique sur le modèle de la prime pour l'activité, dont le succès ne se dément pas depuis le 1er janvier. Je vous fais remarquer que la prime pour l'activité, elle est familiarisée, elle n'est pas individualisée. Alors, je voudrais terminer, Monsieur le Président, oui. parce qu'on me dit,
et je l'entends, que ça pourrait être un débat important de la prochaine campagne présidentielle. Alors moi, je me méfie des pensées magiques, parce que la magie, vous l'avez remarqué, n'opère plus en politique. Donc, ce que je pense, à ma place modeste, c'est que, d'accord, que ce soit en débat, entre nous et à l'extérieur de cet hémicycle, mais il faut le faire les yeux ouverts. Et si on choisissait de s'engager sur cette route, il faudrait le dire aux Français avec toutes les conséquences que ça comporte. Merci. La parole est à Marie-Christine Blandin pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, notre société persiste dans un paradoxe durable, fatal à ceux qui en sont victimes. D'une part, la valeur travail liée à l'emploi reste, comme l'a dit notre collègue, cardinale. Elle est mise en perspective dès l'école. Elle est synonyme d'insertion, de réussite. Elle conditionne l'accès à de nombreuses mesures sociales. Elle permet ou devrait permettre un mode de vie correct. Elle assure à la société la transmission du savoir-faire. Vive le travail, vive l'emploi. Mais en même temps, la société ne fournit plus d'emplois pour tous. De bons diplômes ne sont plus une garantie absolue et tout candidat en entretien d'embauche se voit jugé autant sur ses dires que sur son aisance et sa mine. Alors pourquoi ne pas réfléchir à sortir de l'impasse, comme le propose Jean Desessard? Alors nous entendons les critiques contre le revenu de base. La première va du café du commerce aux analyses comportementalistes. Je cite, « Si on verse à chacun une somme suffisante pour vivre, les gens ne voudront plus travailler. » Eh bien, cette affirmation est contredite par l'expérience. Au Canada, une expérimentation sociale du revenu de base portant le nom de programme Mincom a été réalisée avec 7000 habitants de la ville de Dauphin, au Manitoba. Toutes les familles qui vivaient dans la ville, et pas seulement un échantillon, ont participé à l'expérience et ont reçu un revenu garanti si leur revenu était trop bas. L'évaluation a montré que l'effet sur la baisse du temps de travail a été extrêmement limité. Dans une autre expérience plus récente, avec les 930 habitants du village d'Odjivero en Namibie, le revenu de base a augmenté l'activité économique dans le village. Le taux de chômage est passé de 60 à 45% et les revenus issus d'activités de type auto-entrepreneurial ont bondi de 300%. Ainsi, loin d'inciter à l'inactivité, le revenu de base permet aux salariés d'envisager plus sereinement leur activité et aux entrepreneurs d'être sécurisés quant à leur rémunération, mais j'y reviendrai. Dans le monde réel, les femmes et les hommes ont besoin de ne pas être dans la précarité pour avoir envie d'agir et créer. Le revenu de base n'est pas un passeport pour l'oreiller, c'est un tremplin pour l'emploi. Autre critique, mais formulée cette fois-ci par la gauche. Le revenu de base ne serait qu'une roue de secours du capitalisme permettant aux employeurs de comprimer les salaires. Cette critique interroge le montant. Il est clair qu'un revenu de base à 200-300 euros ne permet pas aux travailleurs de vivre dignement, mais serait un avantage pour les seuls employeurs. C'est là que se situe la différence entre le projet libéral et le projet porté par les écologistes et d'autres forces progressistes. Nous considérons que son montant doit être suffisamment élevé pour renforcer le pouvoir de négociation des salariés sur le marché de l'emploi. L'objectif est de leur permettre de refuser des jobs dégradants, sous-payés, polluants, inintéressants, dans l'optique d'amener à leur disparition pure et simple dans les années à venir. Il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'un projet politique auquel sont en train de s'atteler les Suisses dans leurs réflexions. Et alors, si tout le monde a un revenu universel, plus personne ne voudra être éboueur. Et donc, comment on fait pour ramasser les déchets ? Eh bien, on met du matériel un peu plus digne et les citoyens gèrent un peu mieux ce qu'ils mettent sur le trottoir. C'est toute une société qui est mise en mouvement.
Enfin, le défi majeur est aussi social et budgétaire. Repenser la protection sociale n'est pas un luxe. Pour peu qu'on la refonde plus juste, plus transparente et moins inconditionnellement articulée à cet emploi qui disparaît. Et oui, le revenu de base coûte cher. Les calculs réalisés par notre collègue Jean Desessard, dans l'hypothèse d'un revenu de 500 € pour chaque adulte majeur résidant en France, montre qu'on son versement, ça augmente tous les mois d'ailleurs, représenterait 3 à 400 milliards d'euros. Toutefois, ce montant serait couvert en partie par le remplacement des minima sociaux, la fusion avec une partie des régimes de retraite. Il nécessiterait de débattre démocratiquement d'une politique fiscale délibérément redistributive, rationalisation des niches fiscales, progressivité de la CSG, suppression du CICE et des exonérations de charges sur les bas salaires, montée en puissance de la fiscalité écologique. Et oui, c'est un projet politique qui nécessite que les citoyens soient de nouveau impliqués dans les choix économiques de leur pays. Ce sera un chantier d'envergure, des moyens humains et d'expertise, mais une fois celui-ci réalisé, quelle simplicité, quelle lisibilité et surtout quelle dignité rendue à chacun au lieu d'être poursuivi, soupçonné d'assister, comme nous venons de l'entendre dans cet hémicycle, pour chaque droit sollicité chaque mois. Et oui, il y en a qui n'habitent plus à l'adresse indiquée, parce qu'il y en a beaucoup qui se font expulser. Et avec le revenu de base, ça n'arriverait pas. La seule chose qui manque dépend de nous, parlementaires, ministres. C'est une volonté politique forte de donner à chacun les moyens de son émancipation, de rendre à chacun son égale dignité. J'ai entendu l'oratrice précédente dire « Ouh là là, c'est compliqué, c'est difficile », et elle a raison, c'est une révolution, sauf que la société est dans un état où elle a besoin que les gens en situation de réforme fassent des révolutions apaisées mais ambitieuses. Merci. La parole est à Daniel Percheron pour le groupe socialiste et républicain. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, on ne monte pas à cette tribune impunément pour parler du contrat social. Bien entendu, on croise Jean-Jacques Rousseau et on croise Milton Friedman s'il s'agit du revenu d'existence à 100, 200, 400, 800 €. On croise bien entendu le socialisme utopique et par conséquent, on doit peser ces mots même si le débat est discret. Merci au groupe écologiste pour ce débat que je retrouve naturellement venant du Nord-Pas-de-Calais, pour ce débat vert-blandin qui fait avancer le progrès social. Qu'ajouter que je viens du département de Thomas Paine, député du Pas-de-Calais à la grande convention, et que par conséquent, je souhaite dire 2 ou 3 choses très simples, très vite, même si le président m'a semblé tolérant ici ou là. Premièrement, ce débat doit être une révélation. Il doit être aussi une prise de conscience pour la France sociale et il doit permettre l'expérimentation. Mettons donc nos pas, finalement, simplement dans les pas de Michel Rocard et de Lionel Stoléru, de Christophe Sirugue et de Martin Hirsch. Avançons sur le revenu universel et le revenu de base. C'est une réponse. On est loin de la stratégie de Lisbonne et de l'an 2000, où l'Europe pensait que l'économie de la connaissance lui permettrait d'être le continent le plus riche, c'est vrai, et le plus intelligent du monde. On est loin de la stratégie de Lisbonne, où nous étions persuadés d'empocher la valeur ajoutée et de faire travailler tous les ateliers du monde pour satisfaire nos besoins. Après 4 siècles de domination, l'expérience fait loi et nous nous sommes trompés. L'Europe hésite à se l'avouer. Bien entendu, la paix, toujours fragile,
oui, et pèse le nationalisme aussi. Mais enfin, nous nous sommes trompés. L'Europe n'est pas au rendez-vous de cette prospérité que nous espérions, alors que les capitaux ruissellent à la surface de la planète et font sauter le bocage des nations-États. L'État-nation, l'État-providence doutent, et le débat sur le revenu d'existence, Madame le ministre, est plus que jamais nécessaire. Plus que jamais nécessaire. Et puis il y a aussi, cela a été dit, je vais être très bref, l'angoisse devant les progrès foudroyants des nouvelles technologies. Nous avons conclu, nous, un contrat dans le Nord-Pas-de-Calais il y a quelques années avec un homme qui murmure à l'oreille de la planète, Jérémy Rifkin, la fin du travail, la 3e révolution industrielle. Et que nous dit-il? Et que disait-il? Et qu'est-ce qui est confirmé aujourd'hui? 45% des métiers pourraient disparaître devant la montée du numérique, devant la robotisation, dans les 10 années qui viennent. Vous vous rappelez, au début du 19e siècle, les ouvriers mettaient leurs sabots dans les machines textiles pour éviter le progrès et garder leur emploi. Ils sabotaient. Nous n'allons pas détruire nos robots, mais nous allons avancer sur la voie de la solidarité et du progrès social en examinant dans cette mission, chers sénateurs du Pas-de-Calais, ce qui est raisonnable. Donc, c'est une réponse. Deuxièmement, la question, vous l'avez abordée, et je serai là aussi, bref, en avons-nous les moyens? Évidemment. À prélèvement constant et à fiscalité rénovée, nous en avons les moyens. Les chiffres, aurait dit Jaurès, sont têtus. Les chiffres sont têtus. 56-57% du PIB dans la dépense publique. Nous sommes en économie mixte. 34%, record du monde, du PIB dans la dépense sociale. Numéro 1 au monde, devant l'Allemagne, loin derrière, 30%, avec le Danemark. L'État-providence est une réalité, bien sûr. D'autres avancent des chiffres à vérifier, mais respectons l'ordre de grandeur. 1% de la population mondiale, 12, 10, 13, 11, peu importe, % de la dépense sociale du monde pour l'État-nation et pour la République sociale que nous avons bâtie, notamment depuis le programme du Conseil national de la résistance, aidé par les 30 Glorieuses, et aussi faisant face, à partir de 1974, sous Giscard, au premier choc pétrolier. Nous avons les moyens d'aller vers le revenu universel, vers le revenu d'existence. Après tout, vous savez bien, le régime de chômage de la France est l'un des plus complets. Nous sommes passés de 4 à 8 millions de foyers bénéficiaires de l'APL dans le silence. On pourrait parler des lycéens qui sont les mieux traités au monde, chez nous, à toutes les étapes du transport, finalement, jusqu'à l'examen. Bref, nous avons les moyens, oui, d'avancer, je le dis aussi à Nicole Bricq, toute de prudence, oui, et de compétence à cette tribune. Au fond, nous avons besoin de traçabilité dans le domaine social. C'est un thème qui devrait plaire en quelque sorte aux écologistes et à la gauche sociale et écologiste, de traçabilité. Les chiffres que je vous ai donnés ne sont pas des chiffres de tribune, ce ne sont pas des chiffres à dormir debout. C'est la réalité du pays et nous rencontrons nos électeurs, surtout à gauche, qui nous disent « Vous ne faites rien pour nous ». Vous avez entendu ? Nous sommes le pays le plus protégé du monde. Par conséquent, nous avons les moyens de progresser vers le revenu universel. J'ajouterais, où est-ce que nous pouvons expérimenter? Bien entendu. Et je vais me mettre sous la sagesse de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, qui dit « Le rôle de l'État, c'est de réguler le marché, Madame le ministre, et d'assurer la protection sociale. Il faut le faire en France. Expérimentons. » Vous savez que l'Europe pratique le revenu de base? Oui. Elle a déconnecté les subventions aux paysans de la production par les paysans et de leur travail. Et d'ailleurs, les paysans illustrent les difficultés, l'ambiguïté, l'ambivalence du revenu de base. Nous ne voulons pas vivre des subventions, nous voulons vivre de notre travail. La mission pourra explorer, bien entendu, cette dialectique si difficile au cœur de notre protection sociale. Mais je vais vous proposer des chiffres. Allons dans les territoires où le marché ne fait pas leur travail. Moi, je viens d'un territoire où le marché ne fait pas son travail depuis 40 ans. Oui, où la première révolution industrielle a laissé ses friches. Où, par exemple, prenons des arrondissements, l'arrondissement de Lens, dans le Pas-de-Calais, et celui de Longwy, dans l'Arc Nord-Est, qui fabrique le moins de richesses en économie marchande. 1 000 € par an et par habitant.
Une vallée des Alpes, rien qu'avec l'économie résidentielle et la neige qui tombe, c'est 8 000 € par an et par habitant. Toulouse, c'est 3 600 € par an et par habitant. Il y a des terres en déshérence, il y a des terres en difficulté. Expérimentons à ce niveau. Nous en avons les moyens et ce sera un rôle, tout simplement, de la mission de le dire. Vous l'avez dit, nous avons permis, et je vous remercie, Monsieur le Président, qu'à propos de la Finlande, nous dépassions un peu ces quelques minutes trop brèves et parfois trop longues pour parler de la France sociale et de la République la plus sociale du monde. Quel est, au fond, aujourd'hui, le pays qui ose avancer vers le revenu universel? La Finlande, le modèle nordique, le seul modèle qui aujourd'hui tutoie presque à égalité la mondialisation et le rapport de force si défavorable entre le capital et le travail. Mais la Finlande, c'est 5 millions d'habitants et 2 millions de syndiqués. Nous en sommes loin encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'au cours de cette mission, il nous faudra avancer. Le monde est difficile, nous le savons. Le modèle français est fragile. J'ai parlé de prélèvements constants et j'ai parlé de Jean Tirole. N'oublions jamais que ce sont les entreprises et le travail qui financent l'essentiel de ces chiffres, la majorité de ces chiffres que j'ai osé si je vous laisse poursuivre, nous serons là encore ce soir. Très bien. Alors je vais vous libérer pour la soirée, Monsieur le Président. Saint-Just disait, je vais vous parler de Thomas Paine de la Grande Convention, les malheureux sont les puissances du monde et ils ont des droits sur les gouvernements qui les ignorent. Alors faisons en sorte qu'au Sénat, au cœur de la sagesse républicaine, nous pensions à cette maxime. Merci, Monsieur Parchuron. La parole est à Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe Les Républicains. Dure mission après l'orateur précédent. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier vraiment notre collègue Jean Desessard d'avoir pris l'initiative de cette résolution relative à l'instauration d'un revenu de base. Le temps d'une heure, nous avons levé le nez du guidon, serais-je tenté de dire, pour nous projeter dans l'univers des possibles pour demain. Car la réflexion qui est ouverte par ce concept est peut-être une heureuse tentative d'apporter une réponse au tristement résigné « on a tout essayé ». Non, on n'a peut-être en effet pas tout essayé, car nous n'avons collectivement pas osé sortir du cadre, des schémas établis. C'est donc un débat passionnant, je l'espère fécond, que nous abordons, tant les clivages s'estompent sur ce sujet-là. Cela prend tout son sens aujourd'hui, car je pense que l'ère des petits ajustements a vécu. Bouger des curseurs sur tel ou tel dispositif existant ne suffit plus. Nous avons sûrement quelques big bangs à réaliser pour libérer les énergies. Tout changer pour tout changer vraiment, et pour démentir la fameuse phrase de Lampedusa dans son roman « Le Guépard ». D'ailleurs, avons-nous seulement le choix? Nous le sentons bien, nous le vivons, l'économie est en pleine mutation. Les effets positifs comme négatifs de la révolution numérique se font sentir chaque jour un peu plus. Et face à cela, même les déséquilibres financiers de notre protection sociale ne garantissent même plus un équilibre social. En dépit des montants importants consacrés à la protection sociale, des inégalités demeurent, des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et le nombre de demandeurs d'emploi atteint un niveau historique. La proposition de résolution qui nous est soumise tend donc à nous faire réfléchir à la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus et distribué par l'État. Je l'avoue, je n'aurai pas d'affirmation définitive aujourd'hui, mais mes convictions, comme celles de mon ami Frédéric Lefebvre, me poussent à regarder ce sujet avec attention, tout comme d'autres dans cet hémicycle, avec lesquels pourtant nous puisons la force de notre engagement à des sources différentes. Pour ma part, je veux rappeler les travaux à la fois des personnalistes et des libéraux sur ce sujet qu'ils appellent respectivement le minimum social garanti et l'impôt négatif. Il est d'ailleurs intéressant de voir que deux philosophies pourtant distinctes arrivent à se rencontrer, même si les mots ne sont pas les mêmes. Et pour cause, il y a un point commun, celui de favoriser l'autonomie de chacun et de promouvoir une souveraineté ascendante de l'homme à l'humanité. Bref, une société subsidiaire. Et Madame Bric, c'est au passage un débat d'actualité sur effectivement l'articulation des différents niveaux de négociation collective, du terrain vers le haut. La proposition de résolution n'évoque pas la contribution que fut celle des personnalistes dans les années 30 autour d'Emmanuel Mounier ou d'Alexandre Marc. Face à la crise que ce dernier décrit comme, je cite, la rupture entre élite et masse, le schisme social, un étatisme envahissant, cela nous parle aussi aujourd'hui. Le fédéralisme global qu'ils élaborent a vocation à s'appliquer dans tous les ordres. Dans l'ordre politique, avec la valorisation des communes ou des petites patries. Dans l'ordre économique, avec la valorisation
d'une association harmonieuse entre le capital et le travail, et dans l'ordre social, avec ce minimum social garanti. Bref, à la confluence de Pierre-Joseph Proudhon, d'Albert Demain et de Fernand Pelloutier, le promoteur des bourses de travail et de la libre association des producteurs. Pour les personnalistes, et je sais que notre collègue Yves Pozzo di Borgo s'attache à mieux faire connaître ce courant de pensée, le minimum social garanti est une condition de départ pour atteindre et réaliser une véritable dignité pour chacun. C'est le fondement pour que l'homme soit un être libre, responsable et créateur. Bref, le revenu de base libère, donne la capacité d'oser, de prendre des risques. Dans un autre ordre, les libéraux ont eux aussi vu le caractère émancipateur de ce revenu universel. Maurice Allais, Milton Friedman, c'est évoqué, l'ont largement débattu. Gaspard Koenig remet le concept au goût du jour avec son « libère ». Pour eux, il ne s'agit pas tant d'une somme distribuée à tous que d'un crédit d'impôt universel dans lequel la simple soustraction du montant de revenu de base, déterminé en fonction de besoins fondamentaux, aboutit soit à une contribution nette à la collectivité pour les plus hauts revenus, soit à un impôt négatif versé directement par l'État pour les plus faibles revenus. Ce système a pour intérêt, et la résolution l'évoque, de considérables simplifications et une réduction des coûts bureaucratiques. Et en poussant la logique jusqu'au bout, le pendant d'un revenu universel pourrait aussi être un impôt universel, fût-il symbolique. On est là aussi dans la cohérence. Alors on le voit d'un point de vue théorique, tout cela est riche et intéressant. Mais en tant que législateur et évaluateur des politiques publiques, il nous revient de penser la mise en œuvre, le passage de la théorie à la pratique, avec toutes les difficultés, les complexités qui ont été évoquées par les uns et les autres. Alors, nos convergences, du coup, ne sont-elles pas dues aussi au fait qu'on en reste aux généralités ? Dès lors qu'il faudra mettre un chiffre derrière ce revenu de base, ne risque-t-on pas alors de diverger ? Ce revenu doit être suffisant pour couvrir des besoins de base, sans inciter pour autant à l'inactivité, car l'activité et le travail, c'est une façon de se réaliser. Donc la question se pose du périmètre, du montant, et les travaux, je pense, de la mission d'information seront là pour y répondre. J'en ai plus pour longtemps, Monsieur le Président. D'autres questions se posent, et c'est pourquoi nous devons être attentifs aux expérimentations qui se mettent en place ici et là, en particulier en Europe. On a parlé de la Finlande, des Pays-Bas. Je pense que c'est plus pertinent que de parler de l'Inde ou de la Namibie, parce que vis-à-vis de nos administrés, peut-être un peu moins vendeurs, on va dire, la Namibie ou l'Inde. En tout cas, on le voit, le revenu universel peut et doit être un outil de libération qui permet à chacun de devenir entrepreneur de lui-même. C'est à la fois banal et révolutionnaire. Alors, j'ai envie de vous dire aux actes citoyens, et pour commencer, malgré des nuances avec la résolution, je la voterai dès demain. Merci. La parole est maintenant à Madame Erika Barex, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, nous sommes réunis cet après-midi pour discuter d'un sujet qui est depuis plusieurs mois au centre de nombreuses réflexions, alimentées par des expériences internationales, celui de la création d'un revenu de base inconditionnel et universel. Je tiens tout d'abord à remercier les différents orateurs et oratrices qui se sont exprimés à cette tribune. Ce débat concerne la vision de notre projet de société, de notre modèle social et de son évolution. Il est donc d'une importance fondamentale. Le revenu de base n'est pas une idée nouvelle. Comment ne pas rappeler que sur cette question, la France a été à l'avant-garde en 1988, sous le gouvernement de Michel Rocard, en instaurant le revenu minimum d'insertion, ce qui allait constituer, selon les mots mêmes de Michel Rocard, une innovation d'une portée considérable. Cette aide était motivée par une idée humaniste et simple, permettre aux plus modestes d'être pleinement reconnus par notre société et d'accéder ainsi à un droit essentiel, la dignité, et non pas l'assistanat. Ce revenu voulait offrir à ses bénéficiaires une chaîne de réinsertion dans la société. Cette ambition réformatrice et généreuse n'a jamais été remise en cause. Elle s'est poursuivie avec la création du revenu de solidarité active,
Plus récemment, nous avons transformé le RSA activité et la prime pour l'emploi qui ne remplissaient pas leur objectif d'encourager l'activité en prime d'activité. Mais j'y reviendrai. La proposition soumise à la Haute Assemblée cet après-midi invite le gouvernement à mettre en place un revenu de base inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, notamment d'activité, distribué à toutes les personnes résidant sur le territoire national et non pas de l'Hexagone, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie. Mesdames et messieurs les sénatrices, les sénateurs, le gouvernement partage plusieurs objectifs que poursuit cette proposition de résolution. En effet, au cœur de ce projet, il y a l'objectif de garantir à chaque personne un revenu minimum pour se loger, se soigner, assurer son bien-être alimentaire. Mieux protéger les plus modestes, c'est l'objectif de long terme que le gouvernement a souhaité réaliser par le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2013-2017. Aujourd'hui en France, un ménage sur 7 vit en dessous du seuil de pauvreté et un enfant sur 5 est confronté à la grande précarité. C'est à ce défi considérable que le plan entend répondre en renforçant les mesures de soutien et d'insertion des personnes qui vivent dans la pauvreté, sans oublier les mesures qui permettent de prévenir les ruptures sociales qui amènent des personnes à basculer dans l'exclusion. Présentée il y a un an par le Premier ministre, la feuille de route 2015-2017 rassemble 49 mesures concrètes. Et je veux ici citer le plan d'aide visant les familles pauvres avec enfants, la garantie des loyers pour les étudiants et les travailleurs précaires ou encore les mesures pour lutter contre le chômage de longue durée. Mais surtout, il est important de rappeler que l'engagement du gouvernement au travers de ce plan est aussi financier. Les efforts sont extrêmement importants. Ainsi, au terme de la montée en charge du plan en 2017, 2,6 milliards supplémentaires seront distribués chaque année à 2,7 millions de ménages modestes. Cela représente en moyenne 1 000 € par an et par ménage. D'ores et déjà, cette forte mobilisation a eu des effets. La hausse du taux de pauvreté constaté en France entre 2008 et 2012 a été enrayée. Il est un autre objectif que nous partageons avec les auteurs de la proposition de résolution, celui de simplifier les minima sociaux pour clarifier ce à quoi chacun peut prétendre et pour lutter contre le non-recours aux droits. En effet, actuellement, la multiplicité des dispositifs entraîne une faible lisibilité des droits pour ceux qui pourraient en bénéficier et donc une inégalité d'accès aux droits. C'est le sens même de la mission que le Premier ministre a confiée en octobre dernier au député Christophe Sirugue, dont les travaux menés en 2013 pour la réforme des dispositifs de soutien aux revenus d'activité modeste ont fait autorité. Au terme d'une réflexion et d'un dialogue que je sais important avec la société civile, les partenaires sociaux, les collectivités et les associations, Christophe Sirugue a formulé dans ce rapport des propositions pour réduire la complexité des dispositifs existants et surtout accroître l'efficacité et la cohérence des politiques d'insertion. Les mesures du rapport vont nous permettre d'améliorer le système des minima sociaux pour le rendre plus simple, plus lisible. Il existe aujourd'hui 10 minima sociaux différents, avec des règles et des logiques différentes, et les Français peuvent s'y perdre. C'est pourquoi, comme le Premier ministre l'a annoncé, le gouvernement souhaite mettre en œuvre dans les mois à venir de premières mesures de simplification. Il a également annoncé que le gouvernement travaillerait à un chantier de réforme des minima sociaux, afin de définir une couverture socle, complétée en fonction des situations individuelles. L'objectif est de rendre notre système de solidarité plus simple, plus lisible, plus équitable, plus accessible et, je le sais, partagé. Je ne doute pas que nous puissions avancer ensemble dans cette voie. L'un des enjeux de cette réforme, c'est de garantir que les jeunes en difficulté aient le droit à la solidarité, dans les mêmes conditions que les autres. Vous le savez, la garantie jeune va bientôt devenir un droit pour tous les moins de 25 ans en situation de rupture. Et le rapport Sirugue nous invite à aller plus loin. Nous entendons conduire cette réflexion. Vous le voyez,
Nombre des objectifs poursuivis par votre proposition sont au cœur de l'action du gouvernement. Toutefois, l'instauration d'un revenu de base soulève de nombreuses questions. Les auteurs de cette proposition de résolution en conviennent. Il existe plusieurs définitions d'une allocation universelle. Il en existe plusieurs dénominations. C'est sans doute parce que les approches sont souvent différentes, comme le met en lumière le projet que nous examinons cet après-midi. Ainsi, plusieurs propositions ont été faites: revenu d'existence, revenu de base, revenu minimum garanti. Mais au-delà des différences de termes, il existe d'importantes différences de conception qui se traduisent par des approches divergentes sur les points essentiels. Tout d'abord, en ce qui concerne l'articulation avec les prestations sociales existantes. En effet, le texte qui vous est soumis aujourd'hui ne nous indique pas à quelle prestation viendra se substituer le revenu universel. Aux allocations de solidarité, ces dernières doivent-elles alors s'entendre comme se limitant aux seuls minima sociaux? Les prestations familiales ou les aides au logement ont-elles également vocation à être remplacées par le revenu universel? Souhaitez-vous, comme Jacques Marseille que vous citiez, y réaffecter toutes les prestations en espèces, y compris les prestations contributives comme la retraite et le chômage? Souhaitez-vous mobiliser d'autres ressources que le redéploiement de ces prestations? Si oui, lesquelles? L'Alaska verse, on l'a cité tout à l'heure, une partie de la rente des pétroles. Dans le cadre français, quelles ressources pensez-vous mobiliser? Ces questions en appellent une autre essentielle, qui est celle du montant. Si vous ne financez le revenu de base qu'à partir des prestations de solidarité, vous n'aboutirez qu'à distribuer des montants extrêmement faibles, parce que le caractère universel et inconditionnel du revenu de base conduirait à verser à toute la population ce qui est aujourd'hui ciblé sur les individus et foyers dont la collectivité a estimé qu'ils en avaient le plus besoin. Ce n'est qu'en mobilisant les prestations contributives, retraite, chômage, qu'on peut atteindre des montants proches de 750 € que vous mentionnez en citant les travaux de Jacques Marseille. Dans ce dernier cas, si on remplaçait ces prestations par un montant uniforme et assez limité, on pourrait craindre un affaiblissement du consentement des uns et des autres à contribuer au système. Imaginons par exemple que tous les retraités percevraient désormais pour toute retraite 750 € par mois. En faisant passer tous nos aînés sous le seuil de pauvreté, c'est évidemment inacceptable. Ce sont d'ailleurs la question, je pose des questions, ce sont d'ailleurs les questions que se pose actuellement le gouvernement finlandais dans le cadre de la préparation de l'expérimentation que vous avez mentionnée. Les travaux conduits au cours de cette année devront trancher entre plusieurs options, dont celle d'une prestation d'un montant élevé, 800 € par mois, qui aurait vocation à remplacer l'ensemble des allocations versées par l'État, et le scénario d'une prestation d'un montant moins élevé qui remplacerait les prestations de base sans modifier les assurances sociales contributives. La question du montant du revenu de base n'est pas qu'une affaire de chiffres. Elle engage la conception même de la réforme. Selon le montant retenu, le revenu de base peut ne constituer qu'une réforme de simplification des aides sociales, constituer un accompagnement d'une flexibilisation radicale du marché du travail, allant jusqu'à remettre en cause le salaire minimum dès lors qu'un revenu universel minimum serait par ailleurs garanti. Mais ce n'est pas votre approche, mais elle existe chez les ultralibéraux qui défendent cette idée, ou permettre un véritable changement de modèle économique et social, mettant fin aux situations de travail contraints pour permettre aux individus de mener des activités positives pour la collectivité, bien que peu rémunérées économiquement. Toutefois, en présentant ce projet, ne remettez-vous pas en cause ce que le travail peut apporter aux individus en termes d'intégration dans la vie sociale et d'émancipation par rapport au cadre domestique. Et je pense notamment aux femmes. Une telle réforme ne reviendrait-elle pas à créer un revenu domestique pour les femmes au foyer, maintenant ces dernières dans les rôles qui leur sont assignés? Par ailleurs, ne peut-on craindre
craindre qu'une telle réforme, en faisant reposer l'existence sur une somme distribuée de façon individuelle, conduise à remettre en cause les espaces de vie commune que sont le travail, les solidarités, les services publics, bref, ne renvoie à chacun sa responsabilité individuelle dans l'usage de ces deniers. Il me semble que répondre à ces questions qui n'ont rien de technique mais qui engagent la conception politique de votre proposition constitue une condition pour que le gouvernement puisse être favorable à cette proposition de résolution. L'action du gouvernement et les réformes engagées contribuent à répondre à certains objectifs que vous poursuivez et j'en suis convaincue, à nous rassembler. Face aux dégâts que font chaque jour les amalgames populistes entretenus par certains entre solidarité et assistanat, le défi que nous avons à relever, c'est celui de la sauvegarde de notre modèle social. C'est un modèle que nous devons défendre et c'est pour cette raison que nous devons le réformer. Notre système de minima sociaux a joué un rôle décisif pour limiter l'impact de la crise sur nos concitoyens. La revalorisation du revenu de solidarité active décidé en janvier 2013 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté a contribué à infléchir le taux de pauvreté dans notre pays. Le plan pauvreté que j'ai déjà cité a pour objectif de simplifier et clarifier les aides et droits dont les personnes en situation de pauvreté peuvent bénéficier. En témoigne la prime d'activité, véritable rupture avec les logiques habituelles de l'action sociale, qui s'inscrit dans les objectifs de simplification, de suppression des effets de seuil, de lutte contre le non-recours, mais aussi de stabilité et d'individualisation des droits que vous poursuivez dans cette résolution. La prime d'activité rompt notamment avec les défauts de conditions de ressources des autres prestations, des conditions de ressources simplifiées, allégées, auxquelles on a ôté le côté intrusif de celles qui régissent d'autres prestations. Elle répond à une logique plus individualisée et s'inscrit donc dans une logique d'émancipation. Le système des droits figés met fin à la mécanique angoissante des régulations. Le succès de cette prime est indéniable et depuis le début de l'année, plus de 2,3 millions de foyers présentant plus de 3,8 millions de personnes ont bénéficié du dispositif. Nous avons d'ores et déjà dépassé la prévision initiale de 2 millions de ménages. La prime d'activité permet donc à de nombreux ménages de bénéficier d'un apport financier significatif. En moyenne, le montant de la prime versée est de 164 € par mois. Vous le constatez, notre action produit ses effets en concentrant nos efforts sur les foyers les plus modestes. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, Léon Blum écrivait que toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. En agissant pour que chacun puisse trouver sa place, puisse exister, puisse être reconnu dans notre société, nous garantissons la liberté de tous. Il me semble donc qu'il faut poursuivre les travaux, chiffrer les principales propositions afin d'éclairer un débat potentiellement central pour notre modèle social. L'adoption de cette résolution me paraît donc prématurée. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous allons maintenant procéder au vote sur la proposition de résolution. Je vous rappelle que la conférence des présidents avait décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Il n'y aura donc pas d'explication de vote. Je vais mettre cette proposition de résolution aux voix et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Le scrutin va être ouvert dans quelques instants. Mais la publication partagée.